Bonjour. En fait, je suis enrhumé, puis on est même allé passer un test de COVID. Mais finalement, c'est négatif. Donc, il n'y a pas juste la COVID qui court. Je veux évidemment pas passer un mauvais message ici. Donc, continuons. Le cycle de vie du logiciel. Donc, le cycle de vie du logiciel est inspiré de cycle de vie humain ou cycle de vie des animaux, en fait. Donc, la notion de cycle de vie provient de la biologie. Donc, on peut transposer la notion dans le domaine humain. Donc, si on part dans le domaine du logiciel, c'est-à-dire, donc si on part du niveau de l'humain, en quelque sorte, on a la fécondation, le petit bébé, les enfants, les adultes, en fait, les ados, les adultes, et finalement, qui refont des fécondations, etc. OK. On aurait pu présenter la chrysalide avec le papillon aussi, ça c'est un cas classique. Donc, maintenant, le cycle de vie du logiciel. Donc, en anglais, on pourrait dire SDLC ou Software Development Life Cycle. Donc, ça présente les différentes phases ou groupes d'activités de développement d'un logiciel d'une manière séquentielle et évolutive. En général, circulaire. Okay. Donc, notons tout d'abord qu'il s'agit d'une grossière approximation de la réalité. Donc, c'est un modèle qui s'avère utile pour comprendre ce qui se passe, mais il y a des précisions, évidemment, qu'il faut apporter dans tout ça. Donc, on peut dire d'abord qu'on va planifier notre logiciel, ou ce qu'on veut faire. Après ça, on va analyser les besoins de l'utilisateur et analyser aussi, produire les spécifications de notre logiciel. Après ça, on va concevoir notre logiciel, on va déterminer comment on va réussir à satisfaire ces exigences-là, ces spécifications-là. Après ça, on va coder, on va tester et intégrer, et ensuite ça, on va rentrer dans une phase de maintenance qui, elle, va peut-être engendrer des nouveaux développements, comme par exemple une nouvelle planification d'une modification à apporter au logiciel, qui va être suivie d'une analyse pour cette modification-là, conception, implémentation, test, intégration, et on va continuer avec la maintenance, qui peut-être va apporter une autre modification avec une planification, etc., 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 etc. OK? Donc, les différentes phases, on les voit ici. Je vais juste les nommer. Donc, pour peut-être parler un peu plus des différentes phases prises individuellement, donc la planification, gestion, donc de base, ça part des idées qu'on a. On identifie des besoins, on fait des études de marché, des sondages. On peut faire une analyse de risque. On peut essayer de budgétiser un peu notre projet. On peut mettre sur pied et on peut commencer à gérer une équipe de développement. On peut faire un suivi de projet. La phase d'analyse consiste à déterminer ce que le système informatique va faire. Donc, son fonctionnement, ses fonctionnalités générales, et ce du point de vue de l'utilisateur et des commanditaires. L'analyse cherche essentiellement à répondre à la question « quoi ». C'est quoi qu'on veut faire. Donc, le produit de l'analyse, ça s'appelle généralement ce qu'on appelle les exigences logicielles. Qu'est-ce qu'on a comme activité pendant la phase d'analyse? On peut faire l'analyse. Bon, ici, on a l'analyse des exigences logicielles. Ça permet de connaître c'est quoi les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles du logiciel. On va venir un peu plus loin dans le cours sur ces distinctions-là. On peut faire aussi une analyse des données pour déterminer quelles données on va avoir besoin de stocker, par exemple, dans une BD, en faisant, par exemple, un diagramme entité-association. On peut faire aussi une analyse du déploiement, donc quelle architecture physique on va utiliser pour déployer nos choses. Évidemment, si vous faites juste un logiciel pour un téléphone cellulaire, par exemple, un logiciel mobile, ben, vous n'allez pas à poser la question du déploiement, là, je veux dire, ben, un petit peu vaguement, mais je veux dire, votre idée, c'est que vous allez mettre votre logiciel dans le App Store de Apple ou le Google Play Store
de Google, puis les gens vont aller chercher le logiciel directement à cette place-là. Donc, votre question de déploiement ne se pose pas. Par contre, si vous voulez implanter un système de vérification d'identité dans un building, ou de contrôle des portes et contrôle de la ventilation, ou je sais pas quoi, dans un building, là, vous avez à faire une analyse de déploiement en quelque sorte. Mais peut-être que vous n'aurez pas à la faire. Ça va être quelqu'un d'autre qui va faire cette analyse-là, qui va vous avoir sous-contracté pour développer le logiciel pour ça. Okay. Conception et design. Donc, la conception, l'analyse répond à la question « quoi ». La conception répond à la question « comment ». Donc, comment on va faire pour réaliser le logiciel, pour répondre aux exigences de l'utilisateur, ou les exigences logicielles. Donc, dans ce volet comment-là, il y a dans le comment, il y a deux questions, deux choses importantes. Il y a la question du volet artistique, puis la question du volet technique. Donc, le volet artistique, essentiellement, s'intéresse à l'interface, aux maquettes, au wireframe, donc des esquisses un peu qui vont nous dire un peu dans quelle direction on veut aller avec notre logiciel. On peut faire un prototypage d'interface qui peut être à ce moment-là une activité conjointe spéciale de conception et codage, si on veut. Donc des fois on parle de conception, mais les phases sont pas toujours découpées au couteau les unes avec les autres. Donc si vous faites un prototype d'interface, vous êtes en train de faire un peu de la conception, mais en même temps vous codez aussi. Okay. Le volet technique, d'abord, s'intéresse à l'architecture logicielle générale. Ça, c'est toutes des choses. Peut-être ça vous dit rien, mais plus tard dans le cours, j'espère que ça va vous dire quelque chose. La conception détaillée. Donc, quel algorithme, quelle structure de données on va utiliser, par exemple. Quel design pattern on va utiliser. Donc, vous avez un cours, algorithme, structure de données, Prog 3, design pattern, Prog 4. Okay. Preuve de concept, pour vérifier que certaines technologies vont effectivement fonctionner. Donc, ça peut être, dans ce temps-là, vous allez faire un mélange de codage et de conception. Le codage comme tel, le codage du logiciel, vous avez des activités comme le micro-design que vous allez faire à ce niveau-là. Donc, c'est une espèce de conception. Par exemple, si vous faites du pseudocode, vous n'êtes pas en train de coder, mais vous êtes en train de faire un micro-design ou une micro-conception de votre code. Okay. Le codage proprement dit, qui peut être le codage initial, le réusinage, le factoring, le débogage, les commentaires, la documentation du code, le contrôle du code source, la revue par les pairs, par des outils d'analyse de code, les tests unitaires. Donc ça, c'est une activité, disons, conjointe codage-testage. La revue par les pairs aussi, on peut dire, en fait, est-ce que c'est du testage? Je ne sais pas. Mais, encore une fois, il n'y a pas toujours coupé au couteau, entre les différentes phases. Test d'intégration et déploiement. Donc, l'intégration, c'est l'ajout de un ou plusieurs nouveaux modules à l'ensemble des modules actifs du logiciel ou du système informatique. Les tests, qui font essentiellement partie d'un volet général qui s'appelle l'assurance qualité. Donc, QA pour Quality Assurance. Donc, les tests peuvent être automatisés ou manuels. Finalement, le déploiement, c'est l'installation du logiciel chez le client. Donc, ou alors sur le web, ou etc., ou d'un installateur, ou etc. Les tests, maintenant, pour en parler un peu plus. Donc, il y a des tests automatisés, il y a des tests manuels. Parmi les tests automatisés, il y en a plusieurs catégories. Donc, il y a des tests unitaires qui se font pendant qu'on code. Il y a des tests d'intégration qui vérifient qu'un nouveau module fonctionne bien avec le reste du logiciel. Tests de régression qui vont vérifier que le reste du logiciel fonctionne encore bien après l'intégration. Les tests de stress ou de charge vont vérifier que le logiciel résiste bien dans les conditions normales ou même défavorables d'utilisation. Les tests applicatifs, qu'on appelle aussi end-to-end, vont vérifier le fonctionnement final du logiciel dans sa globalité. Les tests d'instrumentation vont vérifier le bon fonctionnement du logiciel via son interface graphique. Donc ça, c'est tous des trucs qui peuvent être automatisés. Finalement, les tests manuels, qui sont encore utilisés, mais l'idée, c'est de réduire le plus possible les tests manuels.
parce que sinon c'est extrêmement coûteux. Donc on a des tests d'acceptation. Ça, c'est des tests qui permettent au client de vérifier que le logiciel fonctionne selon ses attentes. Donc, en fait, c'est des tests, par exemple, vous allez vous asseoir avec le client, puis vous allez faire une série de tests qui vont démontrer au client que ça fonctionne bien. Donc, le fait que vous dites, hey, client, mes tests automatisés fonctionnent, le client, il s'en fout, là, vos tests automatisés. Lui, ben, il s'en fout pas que vous ayez utilisé des tests automatisés, mais lui, le fait que vous dites, les tests automatiques ont passé, lui, ça ne dit pas si le logiciel fonctionne ou pas. Lui, il veut savoir si le logiciel fonctionne ou pas, c'est la vraie affaire. Fait qu'il s'assoit à côté de vous autres, puis il fait ses tests d'acceptation pour déterminer est-ce que le logiciel fonctionne selon mes attentes. Et vous avez des tests utilisateurs qui permettent de valider le design avec des utilisateurs réels. Par exemple, si vous faites un nouveau jeu vidéo, vous voulez valider certaines choses, vous allez faire des tests avec des gens qui vont tester vos trucs, puis ils vont vous dire si ça fonctionne ou pas. En fait, s'ils aiment le scénario ou quelque chose comme ça. La maintenance maintenant. Il y a deux volets dans la maintenance. Il y a un volet aide à l'utilisation, puis un volet correction du système. Donc, le volet aide à l'utilisation, c'est la formation, par exemple, des gens qui vont utiliser votre logiciel. Ça peut être nécessaire d'en faire. Ça peut être le support technique qui va être apporté aux utilisateurs. Ça peut être la création de manuels utilisateurs ou de la doc en ligne pour les utilisateurs. Et la correction du système. Donc, pour ce qui est de la correction du système, c'est le débogage. On ne parle pas du débogage en cours de route. Là. Quand vous êtes en train de faire vous ajoutez un code, puis là, d'un coup, votre truc plante, vous déboguez, ça fait pas partie de la maintenance. La maintenance, c'est votre logiciel a été livré, les gens ont commencé à s'en servir, puis d'un coup, pouf, on découvre un bug. Donc là, vous devez faire du débogage, la maintenance. Des modifications mineures qui sont apportées au logiciel, et un système de requête, la gestion d'un système de requête pour les bugs, par exemple. Donc, vous vous dites peut-être la maintenance, c'est pas grand-chose, mais en réalité, la maintenance, c'est tout. Donc, vous avez ici une estimation grossière, qui montre que le développement initial d'un logiciel, c'est environ 25% des efforts et des ressources qui vont être déployées pour ça. Et la maintenance, c'est environ 75% des ressources qui vont être déployées pour effectuer la maintenance de votre logiciel. Évidemment, si votre logiciel fonctionne, si votre logiciel n'est jamais utilisé, fonctionne pas, vous n'aurez pas de coût de maintenance. Et si votre logiciel est utilisé pendant 20 ans, votre coût de maintenance ne sera pas 75%, ça va être 95% ou 99%. Les types de maintenance. Alors, on peut classifier les types de maintenance en quatre grands groupes de maintenance. Il y a une maintenance perfective, une maintenance adaptative, une maintenance corrective, puis une maintenance préventive. Donc, la maintenance perfective, elle cherche à améliorer les fonctionnalités de votre logiciel, perfective. Environ 50 à 55% des efforts de maintenance ou des activités de maintenance sont de la maintenance perfective. Donc, le client vous appelle, vous dit « OK, voilà ton logiciel, pas pire, mais j'aimerais ça qu'il fasse ça en plus. » Bon, là, vous rentrez dans une phase de maintenance perfective. Vous voulez améliorer, parfaire votre logiciel. Une maintenance adaptative, c'est que vous devez faire une modification à votre logiciel parce que l'environnement dans lequel il évolue, lui, a changé cet environnement-là. Donc, par exemple, si vous changez de système d'exploitation, votre logiciel va falloir l'adapter. Peut-être que votre logiciel ne fonctionnera pas pareil dans Windows, dans différentes versions de Windows, ou dans Windows puis dans Linux, ou dans Windows puis dans Mac, etc. Donc, vous devez faire une maintenance adaptative. On voit ici que c'est le deuxième volet des coûts les plus importants de maintenance. C'est la maintenance adaptative. Donc, maintenance perfective, maintenance adaptative. Après ça, vous avez une maintenance corrective. Ça, c'est les bugs. Donc, les bugs trouvés en cours de route, évidemment, ça va vous demander d'apporter des correctifs. Donc, ça aussi, c'est un gros volet de la maintenance. Finalement, vous avez de la maintenance préventive. La maintenance préventive, c'est une maintenance qui est appliquée préventivement. Donc, vous avez votre code, puis vous décidez de, par exemple, refactoriser ou vous vérifiez votre code, puis vous essayez d'améliorer son fonctionnement. Bon, je fais une petite pause. Bon, c'était ma fille qui s'était introduite dans mon exposé. Donc, ici, maintenance préventive, juste pour terminer, l'idée c'est que vous améliorez la qualité de votre design et de votre code,
mais sans bonifier les fonctionnalités. Donc, il n'y a rien de nouveau dans votre logiciel, c'est juste la façon que c'est écrit ou la façon que c'est découpé qui a changé. L'idée, c'est peut-être de, après ça, faciliter les modifications subséquentes qui vont devoir être apportées à votre logiciel. Okay? Donc ça, on estime que c'est environ 5% des coûts qui sont déployés dans cette enveloppe-là. 5% des efforts. Donc, concernant la séquentialité et la circularité, donc en fait, le développement n'est pas toujours aussi séquentiel ou linéaire que voudrait le démontrer le schéma que vous avez ici. Donc, par exemple, la planification, c'est une activité qui se poursuit en parallèle avec les autres tout au long du développement. C'est pas parce que vous arrêtez c'est pas parce que vous avez terminé en quelque sorte votre planning puis que vous faites de l'analyse que vous avez terminé de faire la planification. Parce que peut-être vous allez planifier ce qui va venir après. Okay? Donc la planification continue toujours en quelque sorte en même temps. Donc c'est possible qu'il y ait plusieurs choses qui se fassent en même temps. Okay. Puis ici, est-ce que la phase 6 doit nécessairement précéder la phase 1? Ben, ça dépend des circonstances. Donc, des fois, on fait plusieurs itérations du logiciel avant d'entrer en maintenance. Okay. Puis après ça, est-ce que 4 doit précéder 5? Autrement dit, est-ce qu'on doit toujours coder avant de tester? Donc, ça aussi, c'est une question qu'on peut se poser. Donc, d'une certaine façon, on peut dire que les phases peuvent se chevaucher en quelque sorte. Okay? Parce que les différentes parties du logiciel ne sont pas toujours rendues au même stade de développement. Okay? Donc, si vous attendez toujours d'avoir fini une partie avant de commencer l'autre, etc., ben peut-être que ça va prendre trop de temps à terminer votre logiciel. Si vous êtes tout seul, ben c'est correct. Si vous êtes plusieurs personnes, ben vous pouvez déjà commencer à faire des choses avant même d'avoir terminé complètement ce qui vient avant. Comme on le disait ici, donc pendant que vous faites la maintenance de la version 3, vous pouvez commencer à développer la version 4 puis évaluer la possibilité d'entreprendre la version 5. Okay. Finalement, la mort du logiciel. Donc un logiciel, c'est un produit qui, comme tous les autres, finit par mourir. Mais pourquoi un logiciel va-t-il mourir? Donc ici, en fait, ça c'est... en fait, je pense que j'ai déjà caché dans le graphe ces deux comptes. Il faudrait remplacer vente. Sales par utilisation. Mais je pense que je ne l'ai pas, sales. Je l'ai comme masqué. Donc j'aurais dû enlever ça ici. Ça n'a pas rapport. Mais c'est ça, le product life cycle, donc le cycle de vie d'un produit. Donc d'abord une introduction, une phase de croissance dans l'utilisation de notre logiciel, maturité, finalement déclin. Comme la vie. Donc pourquoi un logiciel va mourir? Parce qu'il peut être remplacé par un meilleur compétiteur. Souvent, le meilleur compétiteur, ça va être la version N+1 du même logiciel. Donc, la mort de l'environnement dans lequel il évolue, par exemple DOS, Amiga, BlackBerry, etc. Donc, si vous avez développé un logiciel qui fonctionne dans un certain environnement, mais que cet environnement-là est appelé à mourir, mais malheureusement, votre logiciel va prendre le bord en même temps. Décroissance ou la disparition d'un besoin. Donc, par exemple, si vous avez développé un logiciel de gravure de CD, puis il n'y a plus personne qui grave de CD, ben, votre logiciel prend le bord. Disparition du client. Donc, si vous avez un client, votre client fait faillite, vous êtes normal. Et disparition du développeur ou arrêt de la maintenance. Donc, par exemple, si vous êtes dans le logiciel libre, puis il y a quelqu'un qui avait un projet sur ses épaules, mais qui finalement décide de s'en retirer, ben, pouf, ça arrête là. Donc, en résumé, le cycle de vie du logiciel vise à présenter une vie d'ensemble cohérente des différentes activités associées au développement et à la maintenance d'un logiciel. Ces différentes activités-là sont groupées en phases qu'on veut présenter comme étant séquentielles, bien qu'il existe un certain chevauchement possible entre elles. C'est la méthodologie qui, en fait, vient préciser comment ces différentes activités vont se combiner les unes avec les autres. Donc, ça va être le sujet de notre prochaine présentation. Donc, ici, vous avez différentes questions. Donc, la première question, ici, vous devez dire, pour chacune des activités que vous avez ici, dans quelle phase cette activité-là se produit. Donc, est-ce que c'est dans la phase de planification, d'analyse, de conception, de codage, de test et déploiement ou de maintenance? Les autres questions ici,
ces 5 questions à répondre. Donc, vous avez juste à répondre à ces questions-là. Et une fois que vous avez terminé, vous remettez sur VA avec votre auto-évaluation sur 10. Merci encore une fois et à la prochaine.